Bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux à cette réunion. Ça fait toujours plaisir de voir des salles pleines. Donc moi je me présente, Jean-Marc Laforêt, je suis depuis la fin du mois de juin de l'an dernier, le nouveau président de la Maison d'Amérique latine. Donc c'est en cette qualité que je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et que je vous présente aussi tous les meilleurs vœux de la Maison pour cette année 2025, à la fois à titre personnel et pour vos activités professionnelles et ou associatives. À mes côtés, Paola, ils se présenteront, je dis que le nom, Paola Forteza, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, les autres font de sa connaissance ce soir. Et Philippe Bastelica, alors lui je sais que tout le monde le connaît puisque c'est le secrétaire général des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes déjà depuis quelques années. Et sans lui, ce serait difficile à ces semaines de perdurer et de se développer comme elles l'ont fait. Donc, deux mots peut-être sur le déroulement qu'on vous propose pour cette soirée, c'est-à-dire que Philippe va vous dire un mot sur finalement quels sont les éléments de continuité et d'innovation dans cet événement que nous vous proposons d'organiser ensemble les 24 et 25 mai ici, hein, de façon à ce que ce soit le plus clair possible pour tout le monde sur comment ça s'inscrit dans le cadre des SALC et donc dans cette 12e édition des SALC. Ensuite, on vous présentera très rapidement le squelette des journées du samedi 24 et du dimanche 25. Moi, je présenterai dans l'ordre chronologique le samedi 24 et Paola vous parlera de la journée du dimanche. Donc, on va essayer d'être le plus synthétique possible pour ensuite vous donner la parole. Et vers 20h15, qui est à peu près la moitié de notre réunion, on passera la parole aux quatre personnes qui pour l'instant ont eu la gentillesse de se proposer, qui sont pressenties pour animer les tables rondes du samedi. Et puis après, on reprendra la discussion jusqu'à 21h. Et pour ceux qui seront que tout ça n'aura pas achevé, on pourra boire un verre pour continuer la discussion un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Voilà, après, donc quand on vous passera la parole évidemment est libre. Essayez d'être assez synthétique. C'est pas simplement, on attend de vous pas simplement des questions, mais aussi des propositions. Mais comme vous êtes nombreux, bon, essayons de respecter les autres, donc de ne pas trop monopoliser la parole, de façon à ce qu'on ait le maximum de personnes qui le souhaitent qui puissent s'exprimer. Donc, bon, je voudrais remercier, alors je ne peux pas remercier tout le monde, mais je remercie les ambassadeurs et le corps diplomatique latino-américain qui sont avec nous ce soir, la représentante de la mairie de Paris, la représentante du ministère de la Culture, les représentants du Sénat. Voilà, puis après, il y a tout. C'est pas parce que je les considère plus importants que les autres, mais leur suis très reconnaissant d'avoir fait le déplacement ce soir pour être avec nous, parce qu'initialement, on avait un peu conçu cette affaire comme celui du forum des associations, mais en discutant avec Philippe, c'est plus juste de dire que c'est le forum finalement de tous les acteurs de la coopération entre la France et l'Amérique latine, qui sont alors évidemment avec le tissu associatif en nombre très, très important, mais aussi des institutions, qu'elles soient universitaires, collectivités locales, etc. Donc voilà, c'est à vous tous que nous nous adressons et ce que nous vous proposons, c'est de construire ensemble cet événement. Alors évidemment, on ne va pas vous raconter qu'on part de zéro, on a des propositions à vous faire, mais elles ne sont pas définitives, donc elles peuvent être modifiées et surtout elles peuvent être enrichies et développées parce qu'après, il faudra qu'on soit nombreux le 24 et le 25 mai, qui sont un samedi et un dimanche. Le 25 mai, Paola le dira, c'est le jour de la fête des mères, mais il faudra donc tout le monde amène sa maman parce qu'il faudra qu'on soit nombreux ici. Et donc l'idée, c'est que pendant ces 2 jours, toute la maison de l'Amérique latine est à tout le monde. Ah oui, alors je devais le faire, j'allais l'oublier. On vous propose un titre pour cette journée. Alors, après, quand vous prendrez la parole, vous nous direz ce que vous en pensez. Si ça vous trouble, on en changera. Nous, on est une petite équipe d'une dizaine de personnes qui ont fait 2-3 réunions pour préparer tout ça. Nous, on a trouvé un consensus là-dessus. Mais si vous trouvez ça bizarre, bon, ça va être un test. On passe de 10 à 100. Voilà, ça s'appellerait l'Amérique latine partout. Parce que l'idée de base, c'est on veut, nous, à la fois permettre plus d'échanges transversaux entre tous ceux qui travaillent à cette relation entre la France et l'Amérique latine, et on veut aussi que cette force, quand même, finalement, de ces tissus associatifs institutionnels en faveur de ces échanges avec l'Amérique latine soit mieux connue et peut-être éventuellement ensuite mieux pris en compte par les décideurs, qu'ils soient économiques, politiques, culturels,
dans notre pays, puisqu'on sait tous que, quand même, que l'Amérique latine est quand même la 5e roue de la charrette. Donc on ne va pas se raconter l'histoire. Donc l'idée, c'est un petit peu de faire évoluer les mentalités. Donc voilà. Mais s'il y en a qui, tout à l'heure qui trouvent que c'est un titre un peu abscon, obscur, etc., n'hésitez pas à le dire, parce que si on n'est pas compris déjà par le titre, c'est mal barré pour le reste du message. Merci. Je passe la parole à Philippe. Répète-le, le titre. L'Amérique latine, partout. Alors, à la prochaine réunion, on vous proposera un logo, une affiche, etc., mais on est en train, enfin, pas nous, mais quelqu'un est en train d'y travailler, donc c'est pas encore tout à fait abouti. Donc, je pense que ça sera la prochaine fois, et j'espère qu'à partir de la prochaine réunion, alors je le dis tout de suite pour la prochaine réunion, pour pas qu'on l'oublie, on vous propose de faire dans le même format le lundi 3 mars, c'est-à-dire à la rentrée des vacances de février. Ouais, bon, après, on va le redire par écrit, etc., mais déjà, si vous pouvez le noter, et puis ensuite, on verra ce qu'on fait entre le 20 janvier et le 3 mars, mais je passe la parole à Philippe. Merci, merci beaucoup. Merci à tous d'être présents si nombreux. C'est une joie de renouer le fil de ces préparatifs annuels devant une assemblée au sein de laquelle je reconnais de nombreux visages, mais j'en vois également de nombreux nouveaux. Et c'est un gage de succès et une raison d'optimisme pour nos travaux de cette année. Je vais essayer de donner l'exemple de la concision à laquelle Jean-Marc nous a appelés, mais je voudrais aussi remercier la Maison de l'Amérique latine de nous accueillir comme elle le fait, et je le dirai dans un instant, de s'impliquer cette année à un degré sans précédent dans l'organisation des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes. Alors, quelques éléments, comme j'y étais invité, sur la continuité dans ces Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes. En 2025, du 22 mai au 8 juin, c'est déjà la 12e édition de ces semaines que nous allons célébrer. Et à vrai dire, l'histoire de cet événement est même encore plus ancienne, puisqu'elle remonte à la journée de l'Amérique latine et des Caraïbes que le Sénat avait créé. Je salue la représentation du Sénat parmi nous, gage là aussi d'un investissement renouvelé. Élément de continuité encore dans l'évolution au fil des années vers davantage de décentralisation des Semaines de l'Amérique latine, une décentralisation qui n'a cessé de progresser. Et l'an dernier, c'était à peu près les 3/4 de notre programme qui se déroulait en dehors de Paris. Je salue parce que il est au premier rang le président d'OPEAL qui représente les Salques en Dordogne et en Périgord, et qui est un exemple, une illustration et l'une des plus anciennes de cette présence des Salques en province. Mais je me réjouis de voir que cette évolution se poursuit d'année en année. Une autre évolution qui se confirme et que je souhaiterais encore plus importante, plus marquée, c'est l'existence d'activités dans les États d'Amérique latine et des Caraïbes, activités qui là-bas, évidemment, n'ont pas pour objectif de faire connaître la région, mais de mettre en évidence, de mettre en lumière les relations innombrables que l'Amérique latine et les Caraïbes entretiennent avec la France dans tous les domaines, et de permettre évidemment que ces relations prospèrent. Et puisqu'il y a dans cette salle une représentante de Cités Unies France, eh bien, que la coopération décentralisée soit présente le plus possible dans notre programme, et qu'elle soit également présente de l'autre côté de l'Atlantique à travers les collectivités partenaires des nôtres dans ces coopérations. Et puisqu'il y a de nombreux universitaires, eh bien, je lance un appel pour que là aussi les SALC se concrétisent de part et d'autre
de l'océan qui nous réunit. S'il y a des éléments de continuité, ils s'inscrivent néanmoins dans un progrès régulier qui a fait que lors de l'édition 2024, nous avons compté au programme officiel des SALC 485 événements dans 63 villes de France et dans plusieurs pays d'Amérique latine. Si on compte les quelques événements que nous avons inscrits sur notre site au programme de ce que nous appelons les semaines avant et après, nous atteignons 530 événements en 2024. Alors, j'ai toujours quelques scrupules à avancer ce genre de chiffres parce qu'évidemment, c'est mettre la barre très haut pour l'édition à venir et je redoute chaque année que nous soyons obligés de confesser une réduction quantitative de notre programme. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit hors événement exceptionnel. Les éléments d'innovation, c'est tout d'abord l'implication de la Maison de l'Amérique latine. Et pour moi, c'est un élément qui est capital. Alors certes, la Maison de l'Amérique latine, me direz-vous, est un partenaire de la première heure et elle a été très présente dans le programme des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes au fil des éditions successives. Mais cette année, nous réalisons ensemble le forum pour lequel vous êtes réunis ce soir. Et ça, je crois que c'est une évolution qui est extrêmement prometteuse et qui va nous permettre de marquer un point supplémentaire en direction de la pérennisation et du renforcement constant de ces semaines. Autre élément d'innovation, 2025, après 2024 qui a déjà connu un développement significatif des relations politiques entre la France et l'Amérique latine avec une visite d'État au Brésil. 2025 commence sous les auspices de la visite que le président de la République a effectuée au Chili. Il a prononcé à Valparaiso un discours dans lequel il a tracé la route que doivent suivre, selon lui, nos relations avec l'Amérique latine et les Caraïbes. Et d'ailleurs, à cette occasion, il a donné son onction au forum dont nous allons parler dans un instant, en présence d'ailleurs du président de la Maison de l'Amérique latine qu'il avait invité à l'accompagner dans ce déplacement. Donc j'y vois des éléments extrêmement puissants pour à la fois nous permettre d'atteindre notre objectif, qui est de viser et de réaliser le renforcement des relations entre la France et l'Amérique latine, mais de manière plus immédiate. Je suis persuadé que cela nous place en bonne position pour réussir le pari que nous renouvelons cette année de faire de ces semaines un succès. Un signe positif en ce sens est la fréquentation du site internet qui est consacré au SALC. Au mois de janvier 2024, qui est traditionnellement encore un mois un peu creux dans l'activité de ce site, puisqu'on commence à peine d'habitude à engranger des propositions de contribution de nos partenaires. On avait un peu moins de 4000 visites. Et cette année, à la date d'aujourd'hui, il y a 1 heure ou 2 heures, quand j'ai quitté mon bureau, on en était, alors que nous ne sommes que le 20 janvier, on en était à plus de 20 000. C'est donc une évolution très significative dans laquelle, là encore, je veux voir
un présage heureux. Mais je m'arrête là pour permettre au président de donner à cette réunion le cours qu'il avait prévu de lui donner. Merci beaucoup Philippe. Avant de présenter la journée du samedi, je voudrais saluer et remercier pour sa présence Éléonore Carrois, que je n'avais pas vue tout à l'heure, quand députée donc, des Français, représentant les Français d'Amérique latine et des Caraïbes, et puis saluer Geneviève Garrigos de la mairie de Paris qui vient de nous rejoindre. Donc, il y a 2 jours, oui, ce qu'a dit Philippe, je ne vous l'avais pas dit parce que vous pouvez le retrouver dans le texte sur le site de l'Élysée, lorsque le président de la République s'est adressé au Congrès chilien à Valparaiso, il a fait mention de l'événement des 24 et 25 mai, et donc évidemment, nous lui en sommes très reconnaissants. Et si difficile de planifier les choses avec anticipation, mais en tous les cas sur le principe est retenu d'une allocution du président de la République la veille du week-end du forum. Après on verra, on s'adaptera aux circonstances, mais en tous les cas, voilà, et donc on verra ça avec l'Élysée dans les semaines qui viennent, comment on va passer du principe à la concrétisation, mais en tous les cas, le président, enfin Éléonore, donc était là aussi, nous a assuré de son intérêt pour ça, et donc nous a incité à aller de l'avant. Donc la journée du samedi, c'est une journée plus classique que celle du dimanche que vous présentera Paola. On se propose d'organiser 4 tables rondes sur 4 sujets qui nous semblent importants dans la relation entre l'Amérique latine et la France. Alors, dans l'ordre d'apparition, on commencerait par une première table ronde dont s'occupe pour l'instant Olivier Compagnon, donc qui nous la présentera tout à l'heure quand on fera la deuxième partie de la réunion vers 20h15, et dont le titre est évolutif, mais enfin, c'est en gros finalement quel est l'apport de l'Amérique latine sur les questions essentielles qui sont celles du politique et de la démocratie, mais en renversant un peu les perspectives qui est souvent, c'est que on apprend de l'Amérique latine et on n'est pas là en train d'essayer d'apprendre des choses à l'Amérique latine. Et enfin, Olivier vous le dira tout à l'heure, un des points de départ un peu de la réflexion pour organiser cette table ronde, c'est l'excellent, c'est mieux que ce soit moi qui fasse la publicité que lui, l'excellent dictionnaire politique de l'Amérique latine qui vient récemment d'être édité par l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Donc ça serait la première table ronde. La deuxième table ronde serait sur un sujet de géopolitique. Alors pourrait s'intituler, on verra, on passera la parole tout à l'heure à Christophe Ventura, qui a bien voulu aussi accepter de s'occuper de ça. En gros, c'est un titre provisoire aussi, peut-on être non aligné aujourd'hui? Sujet qui a pas mal de résonance en Amérique latine, ou pas. Regardons les choses en face, la diplomatie, on parle pour nous, la diplomatie française et celle de certains pays latino-américains n'est pas toujours exactement sur la même longueur d'onde. Il y a des grands mouvements de réflexion en Amérique latine sur des concepts comme le non-alignement actif, etc. Donc je pense que c'est un sujet où la confrontation d'idées peut faciliter et favoriser un certain nombre de convergences et de solutions. L'après-midi, on en ferait donc encore 2. Tout ça se tiendra ici, hein, dans cette salle. Le premier, on a intitulé pour l'instant les villes face au changement climatique. Bon, le titre en lui-même résume assez bien les choses, c'est-à-dire que c'est un des enjeux importants et actuels et des années à venir. Et donc, Sébastien Velu, qui est géographe, ancien directeur de l'IHEL, va nous aider à monter cette séquence dans laquelle on espère évidemment aussi avoir les apports de la ville de Paris, puisque la ville de Paris alors on ne va pas toujours faire le cocorico, mais quand même une ville qui dans le monde est en pointe sur ces questions d'adaptation au changement climatique et de lutte contre le dérèglement climatique. Et puis la quatrième table ronde qui conclurait le samedi, est pour l'instant intitulée « L'art engagé ». Et c'est cet art engagé dont nous parlera aussi tout à l'heure Paola, mais avant ça, elle va nous parler de la journée du dimanche, qui est plus novatrice. Mais bon, déjà dans celle du samedi, on va essayer, en gros, l'idée, c'est pas faire toujours les mêmes trucs qu'on fait tout le temps et qu'on finit par oublier à force d'avoir tellement entendu. Donc
voilà, on va essayer d'être un peu innovateur sur la forme aussi, de façon à ce que ce soit un peu plus percutant. Voilà, ça sera sûrement sur l'art engagé, plus que sur le reste, mais sur le reste aussi. Donc je passe la parole à Paola. Merci. Donc moi c'est Paola Forteza, donc je suis l'ancienne députée des Français de l'Amérique latine et des Caraïbes, donc prédécesseur d'Éléonore Carrois. Et j'ai fondé il y a 1 an et demi une galerie d'art engagée d'Amérique latine qui s'appelle Artivistas et qui est dans le 9e arrondissement à Paris, 35 rue Blanche. Donc vous êtes tous invités à venir visiter cet espace. Donc en effet, dimanche, ça va être la fête, le festival, disons, de l'Amérique latine. L'idée, c'est de montrer tout le bouillonnement des acteurs, des initiatives de l'Amérique latine en France. Et donc, l'idée, c'est d'innover sur les formats. Donc, on a quelques éléments qu'on a commencé à poser, mais l'idée, c'est vraiment de co-construire avec vous cette journée, que chacun y trouve sa place, que voilà, on puisse expérimenter aussi un petit peu, qu'on puisse s'amuser. Pour commencer, il y aura des stands, donc entre 50 et 60 stands, pour que chacun puisse avoir un espace et proposer des activités, des présentations. Et donc, l'idée, ça serait que vers la fin février, vous puissiez nous faire part de vos idées pour occuper ces stands. Il y aura un espace librairie avec aussi des dédicaces, des présentations d'auteurs, des débats. Il y aura un espace qu'on appelle open mic, disons micro ouvert. Donc l'idée, c'est que ça sera des petits créneaux entre 15 et 20 minutes où chacun pourra s'inscrire le jour même pour présenter, aussi partager, que ce soit des nouveautés, voilà, des idées, des conférences, vraiment très, très libres et sur le tas, disons, sur le moment. Il y aura des food trucks aussi dans l'espace extérieur pour pouvoir partager et profiter un peu aussi du beau temps qui nous attend, j'imagine bien à ce moment-là. Il y aura des espaces aussi de réalité virtuelle, donc pour pouvoir expérimenter voilà, des sujets liés à l'Amérique latine à travers les nouvelles technologies. Et enfin, il y aura de la musique, donc à peu près 2 heures de programmation avec différents groupes et différents musiciens. Donc ça, c'est les éléments qu'on a posés jusqu'à maintenant, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous entendre ce soir sur comment vous voudriez vous approprier vraiment de cette journée. Donc voilà, je ne vais pas être plus long parce que l'idée, c'est de vous entendre, vous, maintenant, nous faire des retours et partager vos idées. Merci. Maintenant, on va faire un petit intermède avec la présentation un peu plus approfondie que ce que j'ai fait des 4 tables rondes, et puis après, on reprendra la discussion. Donc, je vous propose de les faire intervenir dans l'ordre qui est celui des tables rondes. Donc, la première, c'est Olivier Compagnon. Donc, en tous les cas, avec le micro. Hein. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et donc, le petit groupe d'organisation m'a proposé d'animer la première table du 24 au matin, que j'ai intitulée pour l'instant « Crise du politique, crise de la démocratie, que nous dit l'Amérique latine ». Alors, je ne vais pas être trop long parce que sinon vous ne viendrez pas le 24 mai au matin. Ouais. Je dis seulement quelques mots. L'idée, d'abord, il y a un postulat, derrière cette table, il y a un postulat qui est très important, je crois, c'est que l'Amérique latine, alors qui est évident pour nous, mais je crois que ces événements sont aussi destinés à un grand public et qu'il faut réussir aussi à faire passer un certain nombre d'idées fortes. Le postulat, c'est que l'Amérique latine, évidemment, ce n'est pas un lointain exotique, ce n'est pas une périphérie du monde à laquelle l'Europe, les États-Unis, les centres, le Nord, enfin je ne sais quoi, pourraient, je dirais, imposer ces normes, mais qu'au contraire, et ça de très nombreux travaux de sciences humaines et sociales l'ont montré,
À bien des égards, ça a été un laboratoire du monde, ça a été le laboratoire de la globalisation économique dès le XVIe siècle, par exemple, ça a été le laboratoire du néolibéralisme, et ça demeure très largement, aujourd'hui, un laboratoire du monde, ou du moins un observatoire qui peut nous dire des choses sur un certain nombre d'évolutions qui se passent alors à l'échelle globale, mais aussi parfois dans une très grande proximité en France. Donc ça, c'est le postulat de cette table, si vous voulez, et à partir de là, effectivement, on va questionner un certain nombre d'évolutions politiques ou sociales des 15, 20, 25 dernières années pour essayer de voir en quoi elles peuvent nous renseigner sur des évolutions plus globales, en quoi elles peuvent nous aider à penser des choses que l'on voit traverser parfois nos quotidiens. Quelques exemples très brefs. On parle beaucoup aujourd'hui de l'affirmation des droites radicales, des extrêmes droites, partout en Europe. Hein, ce n'est pas un fantasme, ça devient une réalité. Que nous disent des expériences latino-américaines récentes, comme le mandat présidentiel de Jair Bolsonaro au Brésil entre 2018 et 2022, comme l'actuel mandat de Javier Milei en Argentine, d'autant que ces droites, on le sait, sont connectées entre elles, entre Europe et Amérique latine. Comment ça nous aide à penser ce qui se passe? Aujourd'hui, on dit qu'il y a une crise du politique en France, une faillite de la confiance dans la démocratie. On ne peut pas nier qu'il y a une crise actuellement en France. Que nous disent un certain nombre de dispositifs d'ingénierie constitutionnelle qu'on a pu observer ces 15-20 dernières années en Amérique latine. On a lancé la démocratie participative, il y a eu un temps de la démocratie participative. Est-ce que ça a effectivement revigoré la démocratie latino-américaine, la démocratie vénézuélienne? J'aurais tendance à dire non. Mais dans d'autres espaces, qu'est-ce que ça a été, ces expériences? En quoi ça pourrait nous renseigner des évolutions possibles que l'on peut avoir en France? Bon, on pourrait multiplier les thèmes comme cela, donc je ne vais pas développer davantage. Simplement, je précise une chose sur le format. L'idée, c'est évidemment pas d'infliger au public des communications d'un colloque universitaire. On ne va pas réunir 3 ou 4 intervenants en leur demandant « vous prenez chacun la parole 20 minutes » parce que tout le monde va fuir au food truck. Mais au contraire, d'organiser ça sous la forme d'une discussion, d'un va-et-vient, disons, de la parole pour donner un petit peu de vivacité, je dirais, à la discussion, et aussi de laisser un temps pour les questions du public. Donc voilà pour ce projet qui n'est pas encore du tout bouclé, hein, pour lequel voilà, j'ai un certain nombre d'idées, même d'idées d'intervenants, mais qui est en cours de gestation. Et donc si par hasard vous avez des idées, on pourra en parler tout à l'heure. Semble-t-il, il y a un petit pot. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Olivier. N'importe comment, on avait déjà déjoué le piège du food truck, puisque le food truck c'est uniquement le dimanche. Donc on ne mangera pas ici le samedi, donc il faudra être studieux. Donc peut-être maintenant, si Christophe Ventura veut nous dire quelques mots de ce qui serait la deuxième table ronde de la matinée. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bah, écoutez, Jean-Marc, tu en as déjà dit un petit peu tout à l'heure, je vais un peu rebondir, reprendre. Donc l'idée, c'est effectivement toujours le samedi, alors je ne sais plus à quelle heure exactement par contre, mais enfin peu importe, c'est en fin de matinée, je pense, ou un truc comme ça. Oui, deuxième partie de la matinée. L'idée, c'est d'organiser une table ronde donc, sur un thème qui prolonge et qui résonne hein, avec celui que vous a présenté Olivier. Disons là, il s'agirait de réfléchir un peu à des dynamiques un peu plus géopolitiques. D'une manière générale. Ce serait une table ronde qui aurait comme intervenants également des invités latino-américains qui seraient présents pour réfléchir un petit peu à la toile de fond qui interpelle les latino-américains, peut-être plus que d'autres, et on le voit peut-être un peu moins sous nos radars en France. La toile de fond à laquelle je fais référence, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis, qui, au-delà de l'actualité internationale souvent tragique que nous observons, est en fait la toile de fond qui organise probablement l'avenir des relations internationales dans les années et probablement dans le siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc les latino-américains, pour tout un tas de raisons que je vous épargne, que vous connaissez aussi bien que moi et qu'on ne va pas traiter ce soir, mais est précisément, disons, assez positionné entre les États-Unis et la Chine. Et donc ça pose une question aux pays latino-américains qui trouvent des réponses différentes selon qu'on parle de gouvernement de telle ou telle affinité politique, mais qui pose une question de positionnement par rapport à cette rivalité sino-américaine. Et derrière se pose la question de savoir si l'Amérique latine
peut être, disons, une région non alignée. Et est-ce que non alignée, ça a un sens? Quel est le sens de ce concept qui renvoie à une autre période, celle de la guerre froide, celle des décolonisations, du premier mouvement inachevé des décolonisations? Eh bien, quel peut être le contenu d'un non-alignement aujourd'hui pour les pays latino-américains dans le cadre de ce rapport de force, cette rivalité, dans le cadre de tout ce qui va avec, y compris l'émergence d'un Sud global, la question des puissances occidentales face au déclin relatif de leur puissance, etc. Donc c'est un peu tout ça qu'on va essayer de traiter dans cette table ronde donc le 24 mai. Voilà. Peut-être, si le veut bien, on peut passer la parole à Sébastien Velu pour nous dire 2 mots de la table ronde sur les villes face au changement climatique. Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc Sébastien Velu, moi je suis professeur de géographie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et je suis ravi que Jean-Marc Laforêt m'ait proposé d'animer cette table ronde sur les changements climatiques. Là encore, je vais être assez rapide dans la description de à quoi on peut penser, parce que c'est à construire dans les mois qui viennent. Mais juste rappeler que les villes d'Amérique latine, elles sont certes soumises au changement climatique comme les villes d'Europe et du monde, mais on a vu ces derniers mois, ces dernières années, des événements tout à fait exceptionnels se produire, qui montrent l'intensité du phénomène. Je pense aux grands incendies qui ont eu lieu au Chili, je pense aux inondations dans le sud du Brésil, je pense également à la pénurie d'eau qui touche un certain nombre de villes d'Amérique latine, dont Bogota, dont on pensait qu'elle était à peu près à l'abri de ces risques-là, et pourtant aujourd'hui à Bogota on a un rationnement en eau. Donc c'est partir déjà de cette évidence pour ouvrir un espace de dialogue. Et cet espace de dialogue, il pourrait aller à la fois sur ce que font les villes pour s'adapter, devenir plus résilientes, comment on peut se végétaliser, comment on peut faire face à des vagues de chaleur, comment on peut faire face à cette crise hydrique, mais aussi penser cela par rapport à une question de justice sociale, de justice climatique, puisque évidemment, une des caractéristiques des villes d'Amérique latine, c'est l'ampleur des contrastes sociaux et territoriaux en leur sein, pas seulement dans les villes-centres, mais dans des métropoles extrêmement étendues et dans des villes qui aujourd'hui abritent à peu près 80% de la population. En Amérique latine, mais aussi dans les Caraïbes, une région qui est particulièrement vulnérable par rapport à cette problématique climat. Alors, comme m'ont dit mes collègues avant, il ne s'agit pas de faire ici une conférence scientifique sur le changement climatique. Mentionner tout de même que c'est un sujet dont le GIEC va s'emparer dans les mois qui viennent, villes et changements climatiques. Donc je pense que c'est important et intéressant de s'inscrire dans cette dynamique, mais aussi d'avoir un espace d'échange entre acteurs français, européens, acteurs latino-américains qui essayent d'aborder le problème, d'aborder le sujet, d'apporter des solutions. Alors évidemment, il y a l'expérience du C40 qui a été présidée par Madame Hidalgo et dont plusieurs villes d'Amérique latine font partie. Donc je crois que c'est très important de revenir là-dessus. Mais il y a d'autres villes françaises qui ont des coopérations intéressantes. Je pense à Poitiers, par exemple, parce que j'ai un peu échangé avec eux, mais il y en a certainement d'autres. Il y a des associations qui sont mobilisées sur ces questions. Donc je pense que c'est aussi l'occasion d'avoir un espace d'échange avec la société civile, avec les gouvernements locaux, pour relancer peut-être cette dynamique intense d'échange au niveau subnational, qui a un temps existé, qui est peut-être aujourd'hui un petit peu moins importante qu'on pourrait l'espérer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc oui, pour la dernière séance, qui ne sera pas une table ronde, mais un enchaînement de pitch ou de courte présentation. Donc l'idée, c'est de traiter la question de l'art engagé. Donc ça sera une séance à la croisée de l'art, de la culture et de la politique. Et on voit émerger ces dernières années une génération d'artistes en Amérique latine qui sont particulièrement engagés sur les causes un peu vitales de notre époque, que ce soit l'écologie, le féminisme, les droits humains. Et ces artistes, ils inspirent vraiment des militants, des politiciens, des citoyens partout dans le monde, et ils renouvellent les formes d'engagement. Et donc l'idée, ça va être de montrer un panorama, donc avec une dizaine d'artistes qui viendront présenter leur travail,
avec des prises de parole courtes et illustrées. Donc, il y aura des PowerPoint, des slides qui seront présentés pour avoir un peu cet aspect visuel aussi de leur travail. Et l'idée, ça sera de questionner, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ce sont les seuls artistes latino-américains qui s'engagent dans cette perspective? Est-ce que l'art latino-américain se résume à ça ou pas? Bref, l'idée, ça sera de problématiser un peu cette histoire de l'art engagé à travers ces prises de parole-là. Donc, on travaille à la liste des artistes qui prendront la parole avec Anne Husson, mais voilà, on est ouvert évidemment à vos recommandations aussi sur cette question-là. Merci Paola. Je ne sais pas si elle... Oui, l'intervention... Oui, Jean-Marc, excuse-moi, on faisait une réflexion avec Olivier, on a oublié de vous dire qu'on animait la tribune de l'actualité latino-américaine et caribéenne, la TALAC, qui est une fois par mois à la Maison d'Amérique latine, et c'est aussi un peu à ce titre qu'on participe et qu'on vous a présenté les 2 tables rondes en projet. Voilà, donc on a oublié, et lui et moi, de le faire, donc voilà qui est réparé. Le 6 mars, la prochaine fois. Voilà, tu peux peut-être en profiter pour annoncer la prochaine fois, c'est le 6 prochaines. mars. Et ce sera donc ce sera sur Trump et l'Amérique latine. L'élection de Donald Trump et ses conséquences pour l'Amérique latine. Donc le 6 mars à 19h. Et le 20 mars, normalement on n'en fait qu'une par mois, mais là pour des raisons d'agenda, on en a 2 dans le mois de mars. On en fera une sur le Salvador et M. Bukele. Une réflexion sur quel est le sens de ce nouveau type de régime. Est-ce que c'est un modèle sécuritaire, autoritaire pour l'Amérique latine? Donc voilà, c'est les 2 thèmes du mois de mars. Il y en a chaque mois. Vous retrouvez les informations sur la lettre d'information de la maison à laquelle vous êtes abonné. Vous pouvez vous abonner. Il y a le programme qui sort tous les mois. Et bientôt, c'est nouveau, ce sera sur YouTube, la fameuse chaîne dont Jean-Marc a parlé, puisque depuis la dernière séance, l'enregistrement a été gravé pour que ce soit disponible sur la chaîne YouTube. Oui, juste un mot final pour ce qui me concerne, pour me réjouir de voir que de nombreux projets sont en train d'éclore, voire bien avancés, voire presque aboutis. Et donc je voulais vous rappeler, même si la plupart d'entre vous le savent, je l'espère, parce que nous avons écrit au plus grand nombre possible de nos partenaires pour le leur dire, que le site des semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes, Amérique latine Caraïbes.fr, est désormais pleinement opérationnel pour l'édition 2025. Vous y trouverez notre appel à proposition et le formulaire qui vous permet de proposer l'inscription d'un événement que vous organiseriez dans le cadre du programme des semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc n'hésitez pas à remplir ce formulaire dès que vous êtes prêt à le faire. Ça nous permettra de communiquer dans de meilleures conditions sur vos initiatives. Et si jamais vous n'avez pas reçu le lien vers ce formulaire, et si vous avez le cas échéant des questions le concernant, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a un courriel de contact sur le site que j'ai indiqué précédemment, semaine-amérique-latine-caraïbes.fr. Écrivez-nous en cas de besoin, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. Merci Philippe. Oui, juste peut-être pour compléter ce que dit Philippe, pour que les choses soient claires, parce que ça peut apparaître un peu confus, parce que donc, vous allez participer à des événements qui ont lieu pendant la semaine de l'Amérique latine, donc du 22 mai au 8 juin, et ou participer aussi à l'événement des 24 et 25 mai ici. On n'a pas vraiment un formulaire, donc vous envoyez ça vraiment sur mail libre, si j'ose dire, ce que vous voulez faire, et, pour qu'on puisse avancer d'ici au 3 mars. Et puis à partir déjà de ce qui s'est dit là, puis même je vois par exemple, enfin, pour prendre un exemple, moi,
me frappe sur ce thème qui est très important aujourd'hui, enfin qui a toujours été les afro-descendants en Amérique latine. Il y avait au moins 2 interventions qui, à travers l'art justement, traitaient de ces questions-là. Après, à vous de voir si vous voulez être ensemble au même endroit ou dans un même espace qui sera un espace de débat sur les afro-descendants et où il pourrait y avoir des interventions artistiques aussi. Bon, après, tout ça, c'est un peu à vous de le susciter. On verra comment, parce que moi, je ne suis pas vraiment spécialiste de ça, comment on peut faire circuler l'information pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que les autres proposent. C'est pas tout à fait le même mode de fonctionnement de la salle, donc on est plus artisanal. On va essayer d'être, de ce point de vue-là, plus transversal, mais la transversalité, elle a aussi ses contraintes et elle impose aussi un certain nombre de règles. Donc on va essayer de faire en sorte que chacun puisse être un peu au courant de ce que font les autres et qu'il puisse se dire, bah tiens, mais moi finalement, ça m'intéresserait d'être avec eux, à côté d'eux, dans la même salle qu'eux, ou je ne sais pas, et faire un truc ensemble ou pas. Donc voilà, bon, on y verra plus clair le 3 mars. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on se retrouve, je crois que c'est à côté. Hein. Voilà, donc c'est pas loin pour boire un verre pour ceux qui ont le temps et l'envie. Ceux qui ne veulent pas boire un verre peuvent aussi venir. Et on se retrouve le 3 mars à 19h. Enfin, quand je dis on se retrouve le 3 mars à 19h, on se retrouve avant, hein, à travers la littérature, les projets, etc., qu'on essaiera de faire. Alors on verra comment on peut constituer une liste des participants. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous à ceux qui n'ont pas pu venir ou qui n'ont pas été informés, parce qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour communiquer là-dessus. Mais honnêtement, enfin bon, comme a dit Philippe, ça nous réjouit de voir que vous étiez si nombreux à cette première réunion, et puis avec, semble-t-il, un grand intérêt pour ça, donc c'est quand même la garantie du succès. Donc maintenant, on va transformer l'essai, on va y aller progressivement d'ici le 24 et le 25 mai, mais je crois qu'on peut nourrir les plus grandes espérances dans cette période troublée, parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est le jour d'une investiture qui n'augure pas des jours meilleurs pour l'humanité. Donc c'est pas mal qu'à notre très très modeste niveau, on fasse un petit rayon de soleil, puisque c'est un peu le logo de la SALC. Et puis donc le 3 mars, on vous présentera notre proposition de logo et de visuel pour notre événement l'Amérique latine partout. Merci à tous.